Bonjour à toutes et à tous. Dans cet espace, nous repensons la vision du monde de demain, conscient et équilibré. Je suis Marine, ex-ingénieure, entrepreneur et professeure de yoga. Avec mes invités, nous échangeons sur la reconnexion à notre essence par l'union de l'humain, la nature et la spiritualité, piliers fondamentaux d'un avenir durable. Bienvenue dans Rose des Sables. Belle écoute. Hello tout le monde, hello la tribu. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un temps pour poser quelque chose qui me semble hyper important et même fondamental. En fait, souvent sur les réseaux, je tombe sur des posts qui décrivent les différents types de yoga ou les nouveaux styles de yoga, les exercices à faire pour être plus souple, les playlists de musique à mettre pendant les séances. Enfin bref, j'ai même entendu un épisode de podcast que je citerai pas ici parce que c'est pas le but de l'épisode, mais qui discrédite complètement le yoga traditionnel en disant que chacun peut bien faire ce qu'il veut tant que ça lui fait du bien. Et ben non, en fait, je suis pas d'accord du tout. Et cela me met profondément en colère. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Ce que je vais dire ici, c'est pas juste une réflexion, mais c'est un véritable positionnement, et je dirais même un positionnement politique engagé. Et je voulais transformer un peu cette colère, ce feu, en une force vivante pour redonner au yoga traditionnel sa place légitime face aux dérives et aux appropriations du yoga occidental. Et surtout, de vous expliquer ce qui se joue aussi derrière tout ça. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, le yoga il est partout. Dans les studios, sur les réseaux, dans les salles de sport, dans les retraites à plusieurs milliers d'euros, dans tous les pays. Et plus il est visible, plus il semble s'éloigner de son essence. Et ça me questionne profondément. Parce que le yoga à la base, c'est pas une tendance, c'est pas un produit, c'est pas une activité de loisir. Le yoga, c'est une voie spirituelle, une voie de transformation, une voie de libération. D'ailleurs, le mot yoga, il signifie union. Mais l'union de quoi ? C'est l'union entre le corps et l'esprit, oui, évidemment, les deux sont liés, mais surtout une union entre l'individu et quelque chose qui est plus vaste. Qu'est-ce que c'est cette chose plus vaste ? C'est cette intelligence du vivant, c'est cette conscience qui traverse toute chose, ce que certains peuvent appeler même Dieu, la conscience absolue, l'énergie créatrice. Et dans les enseignements traditionnels, le yoga est défini de manière très claire, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Pas sa stimulation, pas son amélioration, pas son optimisation, mais son arrêt. Et si on prend vraiment le temps de ressentir ça, on comprend que le yoga n'est pas du tout ce que l'on nous vend aujourd'hui. Parce que ça veut dire que le yoga n'est pas là pour nous rendre plus forts, plus souples, plus performants, mais qu'il est là pour nous dépouiller. Nous dépouiller de ce que l'on croit être, nous dépouiller de nos identifications et aussi de notre agitation mentale constante. C'est un chemin vers le silence intérieur, un chemin vers la paix, vers l'amour et la joie absolue, mais qui ne dépend de rien d'extérieur. On a déjà tout à l'intérieur et c'est ce à quoi il faut se connecter. Dans cet épisode, je vais vous parler du Hatha Yoga, traditionnel évidemment, car c'est le yoga qui m'a été enseigné en Himalaya et que je transmets à mon tour à mes élèves. Donc le Hatha Yoga est souvent présenté comme un yoga doux, un yoga lent, presque
une catégorie parmi d'autres. Mais à l'origine, ce n'est pas ça du tout. Ha signifie le soleil et ta signifie la lune. Le Hatha Yoga, c'est la science de l'équilibre des polarités. L'actif et le passif, le soleil et la lune, l'effort et le lâcher-prise, le mouvement et l'immobilité. Bref, les postures et le souffle dans le Hatha Yoga ne sont pas là pour sculpter un corps ou performer, bien que ce soit un effet secondaire de la pratique, puisque on fait bouger le corps, on travaille les muscles, donc forcément il y a un impact sur le corps, sur la souplesse, sur la force, etc. Mais ce n'est pas le but recherché. Donc ces postures et ces souffles, ils sont là pour créer un état d'équilibre suffisamment stable pour que le corps puisse s'immobiliser. Cet état d'équilibre entre le système sympathique, le système nerveux lié au soleil, et le système parasympathique, le système lié à la lune, qui s'harmonise et s'équilibre dans la colonne vertébrale, la Sushumna. Et quand le corps s'immobilise vraiment, le mental lui aussi peut commencer à s'apaiser. Et quand le mental s'apaise, il y a un espace qui s'ouvre. Cet espace est un espace de présence, un espace de silence, un espace dans lequel vous pouvez enfin vous rencontrer, au-delà des pensées. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que le but du yoga, ce n'est pas la posture. Le but du yoga, c'est ce qui se passe quand il n'y a plus rien à faire, quand tout se dissout, quand vous êtes simplement là, présente, présent, consciente, conscient, assise, assis, en silence. Et maintenant, avec tout ça en tête, on peut regarder ce qu'est devenu le yoga aujourd'hui, en Occident notamment. Et là, il faut être honnête, il y a une grosse transformation, une sorte de récupération, de recyclage, une forme de domination culturelle. Le yoga n'est pas un cas isolé, malheureusement, dans la colonisation de l'Occident. C'est pas la première fois que l'on voit une tradition ancestrale, profondément spirituelle, et extraite de son contexte, simplifiée, vidée de sa substance et reconditionnée pour devenir un produit consommable. Un produit qui correspond aux codes occidentaux, c'est-à-dire rapide, accessible, rentable évidemment, et esthétique. Le yoga, il est devenu une sorte d'industrie du bien-être. Et encore une fois, le problème n'est pas que ce soit du bien-être, puisqu'évidemment, le yoga est du bien-être par effet secondaire, encore une fois, puisqu'il vient toucher à la fois l'équilibre de notre corps, de notre mental, de notre énergie, et il vient nous apporter la paix intérieure, la joie. Donc ce n'est pas le problème d'être du bien-être, le problème c'est la réduction, parce que le yoga c'est un outil puissant. Et parce qu'en réduisant le yoga à du bien-être, on évite tout ce qui dérange et tout ce qui fait la puissance du yoga. On évite la confrontation, on évite l'inconfort, on évite la remise en question profonde. Alors que c'est précisément là que le yoga commence. Le yoga, c'est aller voir ce qui fait mal, c'est rester avec ce qui bouge à l'intérieur. C'est confrontant. Et c'est s'observer sans fuir. Vous l'observez bien durant vos séances. Vos douleurs dans les postures, vos inconforts physiques, mentaux, votre impatience. Ce mental qui crie, qui se débat dans les postures ou dans le silence, encore pire. Mais le yoga, c'est faire face à son mental, à ses peurs, à ses attachements. Et ça demande du courage. Pas juste de la souplesse, qui d'ailleurs n'est ni un moyen ni un but dans la pratique du yoga. Et la souplesse est bien plus intéressante sur le plan mental. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est une pratique centrée sur l'apparence.
dans les salles avec des miroirs, des pratiques chorégraphiées, avec de la musique, des corps en tenue moulante bien alignés, mais des esprits bien agités, et surtout une énorme mise en avant de l'image. On se filme, on se compare, on se montre, et sans s'en rendre compte, on fait exactement l'inverse de ce que propose le yoga. Au lieu de dissoudre l'ego et de s'en séparer, on le nourrit, on le renforce. Regarde-moi, regarde ce que je fais, regarde ce que je suis. Mais le yoga ne cherche pas à faire de nous quelqu'un. Il cherche à nous libérer de l'illusion et de l'attachement à l'ego. Il y a un autre point qui me semble essentiel, c'est la question de la transmission. Aujourd'hui, il est très fréquent que les cours de yoga soient centrés uniquement sur le corps. C'est ce qu'on voit la plupart du temps, notamment en France. On guide des postures, on enchaîne des séquences, mais on ne parle pas du sens. On ne parle pas de la philosophie. On ne parle pas du but. Et ça, c'est problématique. Parce que sans cette compréhension, il n'y a pas de transformation. Et surtout, il n'y a pas d'autonomie dans la pratique. Un élève qui comprend devient libre. Il n'a plus besoin de consommer. Il n'a plus besoin de dépendre d'un cadre extérieur. Il peut pratiquer chez lui et à tout temps de la journée, dans son quotidien. Et ça, c'est une logique de marché, de rendre dépendant. Parce que si l'élève devient autonome et qu'il part, c'est pas très rentable. Alors, on garde les choses simples, accessibles et superficielles. Et ça, ce n'est pas propre au yoga non plus. Vous qui écoutez cet épisode, peut-être que vous ressentez qu'il y a autre chose. Quelque chose de plus profond, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus grand, de sacré dans le yoga, au-delà des cours qu'on peut nous donner en Occident. Et dans ce cas, la question devient, comment on s'oriente ? Comment on trouve un yoga qui a du sens ? Et ça commence par le choix de l'enseignant. Parce qu'un enseignant, ce n'est pas quelqu'un qui va vous faire bouger. C'est quelqu'un qui vous accompagne à sentir, à ressentir, à observer, à se questionner, à rechercher. Un enseignant juste ne cherche pas à vous garder. Il ne cherche pas à créer une dépendance. Au contraire, il donne des clés, il explique, il contextualise, il parle de la philosophie, du mental et de la quête de cette union de yoga entre l'individu et le divin. Et il rappelle que le yoga ne se limite pas au tapis. Et surtout, il invite à expérimenter par vous-même. Un bon enseignant ne dit pas qui être. Il aide à enlever les couches de l'oignon. Il aide à enlever ce qui empêche d'être. Et ça, c'est une énorme différence. Et puis, il y a une dernière chose que j'ai envie de vous partager, peut-être la plus importante, c'est que le yoga ne s'arrête jamais. Ce n'est pas une pratique que vous faites 1 heure et qu'on range ensuite, quand on roule le tapis et quand on le remet au placard. Le tapis, c'est un espace d'observation, un espace d'entraînement. Mais la vraie pratique, elle est partout, à chaque instant. Et pour ça, je vous renvoie à l'épisode de podcast que j'ai fait sur le pouvoir du yoga au quotidien. Le yoga, il est partout. Quand on est en conflit avec quelqu'un, quand on est face à une émotion forte, quand on ressent de l'impatience, de la frustration, de la peur. C'est là que le yoga commence. C'est là que l'on peut observer, respirer et choisir consciemment. Le yoga devient une manière d'être, une manière de vivre, de regarder le monde, la nature, ses cycles. Et à partir de là, vous n'êtes plus juste un pratiquant, vous êtes un chercheur, quelqu'un qui explore, qui se questionne
et qui avance pas à pas vers plus de conscience. Et peut-être que finalement, le vrai enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de pratiquer plus de yoga, mais c'est de revenir à son essence, de sortir de la consommation, sortir de la surface et de se demander honnêtement, est-ce que je suis prête ou prêt à me rencontrer véritablement, à faire lien avec ma propre nature, ma véritable essence. Parce que le yoga, ce n'est pas là pour divertir ou se détendre après une journée de travail, bien que ça ait aussi cet effet, bien sûr. Mais il est là pour transformer. Et cette transformation, elle passe par la vérité. Alors oui, peut-être que reprendre un yoga plus traditionnel, plus conscient, plus ancré, c'est un acte engagé. Un acte presque politique, un acte de décolonisation intérieure. Revenir à l'essence, revenir au silence, revenir à soi. D'où l'importance de respecter le yoga traditionnel et ancestral, celui qui a été transmis de maître à élève à l'oral avec rigueur, humilité, comme on me l'a transmis à Rishikesh par mes enseignants à Rishi Yogashala. Le yoga est puissant, il est libérateur, il nous reconnecte au sens profond de la vie, à ce qui est essentiel. Il nous relie à quelque chose de plus grand, de plus vaste. Et dans cette connexion, la vie retrouve naturellement sa dimension sacrée, la vie que l'on peut honorer chaque jour. Si cet épisode a résonné en vous, je vous invite à simplement laisser mûrir, mariner, infuser ces réflexions, sans chercher à tout comprendre immédiatement, peut-être même observer dans votre propre pratique de yoga ou dans la vie. Et si vous ressentez l'élan, vous pouvez aussi partager vos ressentis en commentaire ou autour de vous, parce que les échanges font partie intégrante de cette transmission, ils prolongent la réflexion et nourrissent le chemin. Et c'est aussi pour cela que j'ai créé Oma, l'univers dans lequel je transmets le yoga et le massage ayurvédique, car Oma signifie le feu initiatique, la renaissance dans la vie spirituelle. Donc si vous voulez partager une séance ensemble, vous pourrez retrouver toutes les informations en description ou sur oma-yoga.com. Je vous embrasse très fort.